BYD. Fondée en 1995, la marque est présente dans différents secteurs comme l'électronique, les énergies renouvelables, le transit ferroviaire et bien entendu l'automobile. BYD est présent dans plus de 70 pays. En 2022, la marque a vendu 1 860 000 véhicules à travers le monde. Et c'est aussi une marque qui est dans le secteur des batteries depuis 28 ans. 4,87 m de long, 1,95 m de large pour 1,72 m de haut, ce nouveau SUV tout électrique ne passe pas vraiment inaperçu. Bonjour et bienvenue sur Tescars pour l'essai du BYD Tang. Capteurs et caméras sont naturellement présents pour une vision haute définition à 360 degrés et au regard des dimensions, ce n'est pas du luxe. Les rétroviseurs extérieurs sont chauffants, à réglage automatique et à mémoire de position. C'est pratique si vous êtes plusieurs à rouler le véhicule. Les feux sont à LED à l'avant comme à l'arrière avec une signature lumineuse arrière distinctive qui rappelle quelque peu la marque Dodge. Les jantes sont de 22 pouces. Derrière, vous remarquerez qu'il y a un système de freinage Brembo qui permet un arrêt de 100 km/h à 0 en seulement 36 mètres. C'est efficace, surtout pour un véhicule qui fait 2,5 tonnes à vide. J'ai néanmoins trouvé la sensation à la pédale de frein un peu floue au début. Si on prend un petit peu de hauteur, on remarque un très grand toit ouvrant panoramique avec store électrique. Il y a des rails de toit. Le poids total autorisé étant de 75 kg sur le dessus du véhicule. Vous le voyez et ça devient courant, le vitrage arrière il est surteinté. Et on arrive sur le haillon électrique qui dispose d'une commande pour l'ouverture au pied et on peut également ajouter un crochet d'attelage. Pour déplacer le Tang, il y a deux moteurs, l'un de 180 kW à l'avant et le second de 200 kW à l'arrière, soit l'équivalent de 517 chevaux et 680 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 6 pour une vitesse max de 180 km/h. Il s'agit d'un système 4x4 non permanent qui va gérer cela de façon automatique en fonction essentiellement de votre façon de conduire. La batterie, intitulée Blade, est fabriquée par BYD et de type LFP pour lithium fer phosphate. Elle est d'une capacité de 86,4 kWh, se situe sous le plancher et pèse environ 630 kg. Sa durée de vie est très longue avec plus de 5000 cycles de charge et de décharge. Sa vitesse de charge en courant continu est de 120 kW. On arrive donc à passer de 30 à 80% en 30 minutes pour une autonomie de 400 km en cycle WLTP. Ma consommation en ayant parcouru environ 1000 km avec, dont l'immense majorité était de l'autoroute, est de 21,8 kWh au 100 km. Lorsque l'on ouvre la portière, la première chose qui saute aux yeux, c'est la qualité perçue. C'est extrêmement bien fini. La clé, vous pouvez la laisser soit dans votre poche, soit dans le sac à main, ou même ailleurs, puisque vous allez pouvoir ouvrir le véhicule à distance via l'application BYD. Ça peut être utile par exemple si vous prêtez la voiture à un proche. Les sièges sont en cuir, ventilés, chauffants, mémorisables, donc électriques, sur 8 positions pour le siège conducteur, 4 pour le siège passager. Il dispose en outre d'un soutien pour les jambes et du réglage lombaire. Donc concrètement, sur un peu plus de 1000 km, au niveau confort des sièges, c'est un sans faute, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, puisque j'ai pu prendre des passagers sur une certaine distance. Même chose, ils sont unanimes, c'est top confort. Le volant en cuir multifonction propose une très bonne prise en main. Alors ici, on a des commandes liées au téléphone et à des informations qu'on va retrouver devant soi sur le tableau de bord, par exemple la consommation ou l'autonomie restante. Ici, on est sur le régulateur de vitesse adaptatif et il y a aussi sur ce volant deux commandes peu conventionnelles. Ici, on sera sur la vue des caméras. J'ai rarement vu autant d'angles différents de caméras. Et dernière commande sur ce volant, c'est l'écran tactile orientable. Est-ce que c'est gadget ou non? C'est pas à moi de juger. En tout cas, ça vous laisse la possibilité de l'avoir soit en vertical, soit en horizontal. Derrière le volant, le tableau de bord TFT mesure 12,3 pouces et se montre lisible et réactif. Les panneaux de porte sont garnis de cuir biton, brun et noir, et de daim en noir.
Il y a ici une caméra qui va filmer ce qui se passe au sein de l'habitacle et que l'on peut très simplement masquer. On arrive finalement à cet écran tactile rotatif de 12,8 pouces sur lequel on va pouvoir modifier bon nombre de paramètres. Le système est naturellement compatible Apple CarPlay et Android Auto. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa réactivité. La navigation utilise les cartes HERE, et donc H-E-R-E, et les mises à jour logicielles se font sans fil, en ETA. C'est sur cet écran que l'on va choisir parmi 31 couleurs d'ambiance. Alors évidemment, on le verra mieux la nuit. Autre réglage, l'immersion sonore que vous préférez via le système audio Dirac et ses 12 haut-parleurs. Ou encore, on va pouvoir activer le générateur d'ion négatif. Alors il faut que je revienne sur la commande de clim, voilà, juste ici, pour avoir un habitacle plus sain. Ici, un double porte-gobelet, les aérations en partie basse, il n'y a rien au-dessus, sauf évidemment sur les côtés. Petit sélecteur de vitesse, assez joli, j'aime beaucoup cet endroit-là. Malheureusement, il prend un peu trop les griffes. Volume, clim auto, les différents modes de conduite, donc éco ou sport. Ici, ça va optimiser la motricité, surtout lorsqu'il neige. Et là, on est plus sur des commandes liées aux ADAS, donc aux aides à la conduite, que ce soit le BLIS, donc l'alerte d'angle mort, ou encore le réglage pour le lane assist, donc le réglage pour rester dans la voie. Derrière, on retrouve un chargeur par induction qui, je trouve, est très bien situé. En dessous de la coudoir centrale, il y a pas mal d'espace, mais aussi et surtout une prise allume-cigare, 2 prises USB classiques et aussi un lecteur de carte micro SD. Avant de passer à la seconde rangée, je vais vous parler des aides à la conduite qui sont au nombre de 25. Il y a pour commencer le système d'alerte acoustique qui fonctionne jusqu'à 30 km/h, la détection d'angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement de voie et de survitesse, l'alerte de trafic transversal arrière, le freinage d'urgence automatique ou encore la reconnaissance des panneaux. Au niveau de l'espace à l'arrière, franchement, il n'y a absolument rien à redire sur la seconde rangée. Au niveau de la tête, je pense qu'on peut faire en rentrer encore une, au moins une. Même si elle est grosse, il n'y a pas grand-chose dedans, soit. Au niveau des genoux, il y a énormément de place. Ici, on retrouve 2 prises USB, tout à fait classiques. La coudoir, et même la coudoir, il est magnifique avec du cuir ici. On retrouve 2 porte-gobelets. Autre chose, au niveau de la banquette, elle est coulissante et rabattable en 60-40. Mais ce qui est aussi pratique, c'est qu'on peut régler l'inclinaison du dossier. Voilà. Hop, je vais le remettre en avant. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu mieux. Il y a vraiment pas mal d'angles possibles. Alors, qu'en est-il maintenant pour accéder à la troisième et dernière rangée de sièges? On va voir si c'est facile. Alors déjà, pour rabattre la deuxième rangée, qui est coulissante, extrêmement simple. Maintenant, on va déplier, on va tirer sur ce petit truc qui est derrière, cette languette. On va, voilà. Alors on peut le faire évidemment depuis le coffre, ça sera peut-être un poil plus pratique. Et moi, je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Alors, bon, l'accès est facile. Je vais en profiter aussi pour sortir le deuxième, ici. Hop. On règle la coudoir. Alors ensuite, logiquement, ce ne sera pas nous qui allons rabattre la deuxième rangée, ce seront ceux qui vont s'y installer. On va quand même essayer. Bon, là au niveau des jambes, c'est clair qu'il n'y a pas énormément d'espace, mais ce que je vais faire, c'est que je vais inviter le caméraman à s'installer ici, comme si on partait en voyage. La personne qui est en train de filmer, c'est Romain de la télévision Rive 54, qui mesure 1,90 m. Donc vous le voyez, ça frotte légèrement, et encore, mais en tout cas, il a de la place. Et moi, je me suis installé à l'arrière, juste ici. Et pareil, alors, on va enlever le câble, voilà. Ça passe. Si je les mets, allez, légèrement, voilà, pas toute droite, ça va frotter légèrement, mais en fait, je ne vais pas me sentir oppressé. Par contre, il est vrai que au niveau
du vitrage, j'aurais apprécié quand même un petit peu plus de lumière. Mais bon, c'est un faux problème puisque une fois que vous avez le toit ouvrant ouvert, et bien finalement vous avez énormément de lumière au sein de l'habitacle, aussi sur cette troisième et dernière rangée. Alors pour descendre, évidemment, ce seront toujours les passagers du deuxième rang qui vont vous aider, mais pour descendre tout seul, alors assez simple je dirais de rabattre, oui, mais après, par contre, pour avancer, ouais ça va, pas très complexe. Hop. Franchement, pour un SUV 7 places, j'ai connu bien pire pour s'extraire, ou en l'occurrence ici pour sortir du véhicule. Maintenant, je vous propose de passer au volume de chargement. Dans cette configuration, donc 7 places, le volume de chargement sera de 235 litres et en fait, les câbles de charge, plutôt que de les laisser là, bon, par souci de commodité, on va plutôt les ranger sous le plancher. Avec à droite le kit anti-crevaison et le triangle. Pour rabattre les sièges de la troisième rangée, franchement, il n'y a rien de plus simple. Ça prend quelques secondes. Voilà. Et là, le volume tel qu'il est là, on est à 940 litres. En configuration 2 places, le volume de chargement est de 1655 litres, ce qui devrait vous permettre de pouvoir aider un proche ou un voisin qui déménage. Après un peu plus de 1000 km à son bord, je l'ai trouvé confortable avec un comportement routier sain. En augmentant le rythme, on sent le poids, surtout en virage, le châssis n'étant de toute façon pas fait pour évoluer sur le Nürburgring, donc si on conduit ce véhicule comme il se doit, ce sera agréable. Attention toutefois, sur chaussée dégradée, j'ai trouvé les suspensions un peu fermes. À propos de l'autonomie, sachez que malgré l'absence de palette et de mode B, il y a bel et bien 2 niveaux de frein moteur que vous pouvez sélectionner sur l'écran. En conclusion, j'ai apprécié les finitions, l'espace à bord, le système multimédia réactif, les nombreuses vues des caméras et la puissance disponible, que je n'ai pas beaucoup utilisé, mais en tout cas, c'est là, notamment quand on veut s'insérer sur autoroute. A contrario, j'aurais apprécié une console centrale qui ne serait pas si facilement, le maintien de la vitesse dans les descentes lorsque le régulateur de vitesse est activé et le centrage dans la voie et pas simplement une alerte. À 70 800 € en France et 72 140 € en Belgique, il est l'un des seuls, si ce n'est le seul, à proposer ce rapport prix-prestation. Reste à étoffer le réseau et faire connaître cette marque auprès du grand public, surtout en Europe. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Des questions, les commentaires sur YouTube sont là pour ça. Un grand merci à Muriel de BYD Belgium pour le prêt du véhicule, sans oublier Romain pour l'aide en vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!